Merci beaucoup. Monsieur François Bernard. Bien, merci. Donc je rebondis derrière la présentation de Jacques de manière tout à fait, je dirais, continue, puisque toute mon expérience professionnelle, comme vous l'avez peut-être compris, j'étais chasseur de risques pendant 35 ans. Un risque donc qu'une erreur se glisse dans les états financiers d'un certain nombre de sociétés. Et d'une certaine manière, bon, le risque fait partie intrinsèque, je dirais, de notre vie. Donc maîtriser les risques, c'est un challenge, mais également, c'est une formidable opportunité. Alors, initialement, on m'avait demandé d'évoquer avec vous les difficultés juridiques d'une implantation en Chine. J'ai préféré évoluer vers une présentation un petit peu différente, puisque, bon, implantation en Chine, vous avez des bouquins qui sont très faits là-dessus, très, très bien faits sur les problèmes juridiques. Vous avez également des avocats. Je suis auditeur, ne suis donc peut-être pas le plus à même de vous donner tous les détails, même si personnellement j'ai connu en Chine, toutes les implantations, que ce soit bureau de représentation, joint venture, equity joint venture, coopérative joint venture, liquidation de société, création de sociétés à capitaux entièrement étrangers. Donc là, je pourrais éventuellement vous donner quelques indications de ma propre expérience professionnelle. Donc j'ai préféré me concentrer sur quelque chose qui me paraît assez fondamental dans le cadre des relations, je dirais, mais qui est quelque chose de relativement commun, si je puis dire. C'est que je considère que le travail, l'implantation entre la Chine, le développement des relations économiques, financières, c'est également un problème de compréhension de l'un de l'autre. Et j'ai intitulé un peu cette présentation, c'est un petit peu ce qui me guide dans mon activité, c'est Bridging the Gap, c'est-à-dire établir des ponts entre différents acteurs qui pensent différemment, qui ont des motivations différentes. Et c'est essayer je dirais, d'ordonner un petit peu les challenges qui se posent de manière à en faire quelque chose de positif. Alors, j'ai choisi un petit peu ce m'a amené à connaître mon expérience professionnelle, c'est dans le cadre des fusions-acquisitions, qui est un élément où se révèlent clairement les problèmes de communication, parce que selon les acteurs, on a une approche qui est pas forcément la même. Alors, d'une certaine manière, rapidement, aujourd'hui, le marché des fusions-acquisitions est encore extrêmement jeune en Chine. C'est quelque chose qui se développe progressivement, mais qui est quelque chose de relativement jeune. Les private equity, je dirais, sont extrêmement prudentes dans la manière dont elles approchent. Il est clair que le paysage n'est pas totalement transparent, ce qui fait que les acteurs, lorsqu'il s'agit d'investir, peuvent être relativement timides. Alors, si vous voulez, ce que je veux, je pense que dans une opération de fusion-acquisition, il y a essentiellement 4 points fondamentaux à bien distinguer. Il y a tout d'abord les différences qu'on peut avoir dans le cadre d'une évaluation. Les problèmes d'évaluation, je dirais, entre des acteurs chinois et des acteurs français, voire européens, ne sont pas du tout les mêmes. Donc ce sera le premier point sur lequel je voudrais insister. Le deuxième point, ce seront les problèmes de structuration de l'investissement. Structuration de l'investissement qui ne sera pas du tout le même si vous envisagez d'acheter des actifs, si vous envisagez de prendre une participation dans une entreprise d'État, dans une entreprise privée, ou si vous voulez vous-même créer votre structure 100% capitaux étrangers. Un autre point qui est fondamental, celui-là, puisque c'est de lui en grande partie que dépendra le succès ou l'échec des opérations, c'est, je dirais, les différences d'appréciation dans le cadre d'une négociation. Je dirais le mode de pensée des différents acteurs n'est pas forcément le même, et je dirais même si tous les éléments peuvent être préparés pour une opération relativement positive, il est clair que dans le cadre de la négociation, je dirais des attentes différentes peuvent faire échouer complètement un deal. Et puis un autre point qui est extrêmement important et qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est les différences de compréhension ou de comportement dans le cadre de l'exécution du deal. Parce qu'une fois qu'on l'a signé, c'est bien gentil, mais enfin c'est là que commencent, je dirais, les vrais challenges. Donc ce que j'appelle en anglo-saxon the execution gap. Alors j'insiste bien, je parle là de l'investissement étranger en Chine, mais mon propos pourrait être complètement retourné, et ça pourrait tout à fait être l'investissement chinois en Europe d'une manière plus générale, puisque je dirais les éléments peuvent aller dans les deux sens. Alors en ce qui concerne tout d'abord le premier point, c'est-à-dire en matière d'évaluation, il est clair que nous aimons bien raisonner sur la base de discounted cash flow, de rapports de EBITDA. C'est clair que ce mode de pensée n'est pas forcément toujours très répandu avec nos partenaires.
Il est clair aussi, un autre point qui est, je ne serai pas exhaustif bien sûr, mais je cite un peu les points qui m'ont marqué, c'est que si un groupe envisage de se rendre propriétaire ou d'acquérir des titres dans une société d'État, il est clair que ça va nécessiter de la part d'un expert reconnu officiellement par la loi chinoise, d'un rapport d'évaluation. Quand on sait qu'une fois que ce rapport d'évaluation a été établi, le prix final ne peut pas varier de plus de 10%, vous imaginez que toutes les tractations vont se passer en amont de ce rapport officiel d'évaluation. Un autre point important, c'est que les banques d'investissement, alors là c'est certainement un point positif pour la Chine, n'étaient pas trop présentes, je dirais, dans les dernières années, mais il est clair que les banques d'investissement sont certainement des éléments moteurs en matière de fusion-acquisition. Enfin, on aime bien quand on fait des opérations d'évaluation se référer au ratio par rapport à la bourse. Bon, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, cet élément, je dirais, a disparu, je dirais, au niveau, si on veut être objectif. Également, un autre point important dans le cadre d'évaluation, c'est toutes les opérations avec, je dirais, les parties liées. Il est clair que ces relations sont un point important dans toute approche d'évaluation. Alors, cette évaluation, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais il est clair que les divergences qui peuvent apparaître dans le cadre de la fixation d'un prix, même si le processus de négociation a bien avancé, sont un élément important qui peut faire tomber un rapport. Le deuxième élément, après problème d'évaluation, c'est les problèmes de structuration du deal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est clair qu'on peut décider d'acheter des actifs. C'est certainement un processus qui a des implications fiscales et c'est un processus qui prend peut-être plus de temps que l'acquisition totale d'actions, sachant que quand on achète des actions, il est clair qu'on prend la mariée avec tous ses attributs ou le marié avec tous ses attributs, selon la situation dans laquelle on se passe. Autre point également dans le cadre de la structuration d'un deal, c'est décider de rentrer en joint venture avec un partenaire chinois ou au contraire de créer une entreprise à capitaux 100% étrangers. Il est clair que les deals ne seront pas la même chose. Vous pourrez également décider de créer une structure filiale d'une société à Hong Kong ou une société filiale à capitaux étrangers européens. Alors, en ce qui concerne la structuration du deal, selon le secteur d'activité, il est clair qu'il y ait des réglementations différentes qui existent. On évoque la possibilité. Bon, au début, un certain nombre d'opérations se sont faites dans le cadre de ce qu'on appelle des BOT, des Build Own and Transfer Contract, en particulier dans le secteur de l'eau, de l'énergie. Ça peut être, en ce qui concerne, je dirais, une fabrication, ça peut être un accord outsourcing. Ça peut être également, encore que ce ne soit pas encore développé, ce qu'on appelle, nous, le PPP, qui est quand même un élément important dans la réflexion de structuration d'un deal, c'est le Public-Private Partnership. Et enfin, un autre élément dans le cadre de la structuration, c'est bien évidemment les mécanismes d'ajustement de prix qui ne sont pas forcément quelque chose, je dirais, de très connu. Troisième élément important, c'est la négociation. Alors, il est clair que dans la négociation, l'appréciation, l'appréhension des différences culturelles est un phénomène fondamental. En particulier, le fast saving, mais enfin, mon expérience chinoise m'appelle que sauver la face, c'est aussi bien valable pour nos amis chinois que pour les amis européens. Je crois que ça, personne n'a le privilège. Ensuite, en général, quand vous voulez faire une fusion-acquisition, le vendeur, il veut aller vite, alors que l'acquéreur, il veut peut-être prendre un peu plus de précautions. Donc, un problème de rapidité. Enfin, un autre point dans le cadre de la négociation, c'est bien comprendre, je dirais, les problèmes de gouvernance et de bien surmonter les divergences en matière de compréhension des concepts derrière des mots qui semblent les mêmes. Donc le problème de compréhension est quelque chose d'assez important. Troisième élément, c'est un point en ce qui concerne l'exécution. Il est clair, quatrième, c'est l'exécution. Il est clair que l'approche internationale qui se base sur les due diligence, sur les appels d'offres, sur des deadlines, sur des chambres où on s'installe tout avec les experts et en une journée on a fait le tour de la société, c'est quelque chose à quoi nos amis ne sont pas forcément attendus. Puis la transparence et la qualité de ce qu'on peut obtenir n'est pas forcément toujours, répond pas forcément aux attentes de l'investisseur étranger.
D'où l'importance, je dirais, d'un process qu'on appelle les due diligence. Je ne vais pas insister là-dessus. Mais les due diligence qui comportent, à mon avis, un certain nombre de points que je vous cite rapidement, l'objectif initial, la tâche et l'étude du marché, la structuration du deal, les due diligence et la manière dont le deal va être effectué sont quelque chose d'assez fondamentaux. Et ça me permet donc d'aborder un dernier point qui est quelque chose d'assez fondamental et qui est sous-estimé dans le cadre de ce genre d'opération transfrontalière, qui est l'intégration, c'est-à-dire les problèmes d'intégration à partir du moment où on a... Alors, quelques points, sans vouloir insister, la mise en place de gouvernance, le problème d'expatriés ou de pas expatriés, la culture de l'entreprise que vous allez créer. Il est clair que si c'est une 100%, ça ne sera pas la même chose qu'une joint venture, avec les problèmes de culture, les problèmes d'adhésion du staff, le problème des rémunérations, et un des problèmes fondamentaux, c'est identifier et garder les bons managers. Car la situation en Chine, même aujourd'hui, fait que les bons managers, en général, sont courtisés et n'ont pas de difficulté à trouver chaussures à leurs pieds si jamais ils ne sont pas contents ou moyennement contents chez vous. Alors, si vous voulez quelques statistiques sur les raisons qui ont fait échouer un certain nombre de deals, 32% des deals ont échoué du fait de problèmes d'intégration, 30% du fait de problèmes culturels en matière d'organisation, 25% ressources humaines, 24% technologie, 10% la rétention des clients et enfin 4% time and management. Voilà ce que je voulais vous dire. Conclusion, pour réussir un deal, la relation est quelque chose de fondamental, ainsi que la communication que vous pouvez intervenir avec vos partenaires. Ne pas sous-estimer l'importance de ce que j'appellerais des pré-due diligence, de manière à définir de manière extrêmement claire ce que vous voulez faire. Anticiper les problèmes, prendre son temps quand il faut le prendre, et identifier de manière extrêmement rapide vos principales préoccupations avec ce que j'appellerais des deal breakers, c'est-à-dire des points à partir desquels vous considérez que si ce point n'est pas atteint, l'opération ne pourra pas se faire. Voilà, voilà quelques informations que je voulais livrer. Clairement, je répondrai à vos questions, même si je crois que j'étais un petit peu long. Merci beaucoup, monsieur.